Honorable juge Clément Gascon, bonjour. Bonjour. Au moment de réaliser cette entrevue, vous vous préparez tranquillement à quitter la Cour suprême. Vous êtes en train de finaliser vos dossiers. Je me demandais brièvement, quel sentiment vous habite à la veille de quitter la Cour suprême? Oh là là, j'allais dire, il y a certainement un sentiment de deuil, parce que c'est une carrière, la carrière de juge que j'ai adorée. J'ai vécu, que ce soit ici ou dans les deux autres cours, j'étais 17 années fantastiques. Alors, c'est un sentiment mixte de deuil parce que j'aime beaucoup faire ça. Puis, d'un autre côté, d'une belle appréhension sur la suite des choses. La suite des choses, qui va être, à mon sens, je l'espère, puis je le crois, aussi intéressante que le passé. Mon travail de juge est loin d'être complété. Je peux vous assurer que je vais continuer à en savourer pleinement chacun des instants. Un gros merci à tous du fond du cœur. J'ai encore beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, à finaliser ce que j'ai finalisé. Beaucoup de plaisir. J'aimerais revenir sur vos origines et votre parcours. Vous êtes né à Montréal, votre père était médecin, donc il n'était pas avocat. Vous avez fait des études de droit à l'Université McGill. Vous avez été reçu au barreau en 82, vous aviez 22 ans. À partir de quel moment vous avez décidé que vous vouliez devenir avocat? À chaque fois qu'on me pose la question, j'ai une réponse un peu plate parce que, à mon souvenir, j'ai toujours voulu faire cette carrière-là. Quand j'ai fait mes études à Brébeuf, le secondaire collégial, je veux dire, plus loin que je me souvienne, au secondaire, c'était ça que je voulais faire. Puis c'est pas parce qu'on a une famille de juristes, là, j'avais un oncle qui était avocat, mais c'est pas un milieu. C'est toujours ça que j'ai voulu faire, puis j'ai eu l'opportunité d'aller du cégep à McGill, qui était une belle opportunité, puis voilà. Alors, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire, puis j'ai jamais regretté. Après être reçu au barreau, vous intégrez une firme à Montréal, vous pratiquez le droit, évidemment, vous devenez un spécialiste en litige en droit du travail. Ouais. Vous avez pratiqué pendant 21 ans pour cette firme. Qu'est-ce qui vous a passionné le plus dans la pratique du droit? La beauté qu'on avait dans la firme où j'étais, qui était une firme très jeune à l'époque. Je veux dire, moi, quand elle a quitté, c'était une des grandes boîtes à travers le Canada, mais c'était un cabinet où on avait les coups des franges pour faire à peu près ce qu'on voulait. Alors, ce que moi j'aimais de la pratique, c'est que, surtout de la pratique de litige, droit de travail, oui, mais à peu près tous les autres aspects, c'est de prendre des dossiers puis de découvrir des nouveaux domaines. C'est ça la beauté du litige, c'est qu'on a un dossier sur une question particulière, mais bien souvent, ça nous permet de faire la découverte d'un domaine autre, que ce soit par exemple responsabilité médicale, responsabilité professionnelle en matière de construction, etc. Alors, l'apprentissage qu'on pouvait faire de sujets, je dirais, différents du droit à travers le droit. Donc, une grande liberté au départ. Oui, grande liberté. C'était vraiment la caractéristique qui faisait l'originalité de ce qu'était Enon Blakey. Puis à mon sens, ce qui a toujours fait sa force, c'est on pouvait vivre nos passions puis développer nos passions. Ouais. Alors, une grande firme qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement, qui n'existe plus aujourd'hui. Moi, j'ai été chanceux, j'ai connu les belles années. Bon, en 2002, vous êtes nommé à la Cour supérieure du Québec. Vous aviez 42 ans à l'époque et là, par la suite, c'est le début de la magistrature, la Cour d'appel. Et en 2014, la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays. Être juge, surtout à la Cour suprême, pour le commun des mortels, c'est sûrement un travail très prenant, mais aussi ça amène beaucoup de solitude. Ça se passe entre initiés, des gens très savants. C'est comme un milieu fermé, un peu opaque. Est-ce qu'on a raison, le commun des mortels, de voir le travail de juge comme ça? C'est sûr que c'est un travail qui
qui est assez solitaire, même dans une cour collégiale comme ici ou comme la cour d'appel, ça reste un travail solitaire, mais je pense que c'est moins vrai que ça l'a peut-être déjà été. Là, les juges ne sont pas nécessairement des moines dans des tours d'ivoire. Je pense que la perception que les gens ont des juges à ce niveau-là est, à mon sens, n'est pas la bonne. Puis ça commence, c'est de plus en plus démystifié. Là. Je veux dire, on a un rôle, on est privilégié, à mon sens, d'occuper cette fonction-là, peu importe la cour. Mais on reste des êtres humains, là. En avril dernier, vous avez annoncé votre retraite de la Cour suprême à l'âge de 59 ans, alors que vous auriez pu y siéger jusqu'à l'âge de 75 ans. Jusqu'à quel point cette décision-là a été déchirante pour vous? Oh mon Dieu, elle est encore déchirante aujourd'hui. Encore aujourd'hui? C'est sûr que c'est une décision que j'ai réfléchie, que j'ai prise pour un paquet de raisons, peu importe lesquelles. Vous avez parlé de mon parcours. J'ai fait à peu près toutes les étapes dans ma vie très jeune. Pour moi, c'était assez clair quand je suis venu ici que je n'allais pas rester ici jusqu'à 75 ans. J'ai fait une carrière de 17 années à la magistrature. Pour moi, il était temps de passer à autre chose. Alors, est-ce que c'est déchirant? Oui, c'est déchirant parce que c'est une fonction que j'aime, mais je regarde, moi, plus le positif que j'ai tiré de ces 17 années-là, puis le positif que je veux tirer des années futures. Il n'y a pas de... La décision reste déchirante, mais c'est pas dans le regret, c'est dans le fait de dire, bah, je suis rendu là. Je suis rendu là, voilà, je suis rendu là. Au mois de mai dernier, dans un événement qui a été très médiatisé, on apprenait que vous étiez porté disparu pendant quelques heures pour par la suite apprendre que vous étiez dans un hôpital de la région d'Ottawa. Est-ce que il y a un lien de cause à effet entre cet incident-là et la décision de prendre sa retraite de la Cour suprême? Bien, je ne peux pas dire qu'il y a un lien de cause à effet parce que quand ça s'est produit, j'avais déjà annoncé depuis quand même quelques semaines la décision. Je veux dire, c'est sûr que ça a été un moment qui n'a pas été facile à vivre. Puis j'ai décidé à ce moment-là, après en avoir parlé au juge en chef, qui est un bon ami, de dire, bien, au lieu que les gens spéculent sur le pourquoi, j'ai dit, par souci de transparence, de dire qu'est-ce qu'il en était. Je ne suis pas capable d'expliquer plus aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'est-ce qui peut être les éléments déclencheurs. Mais les éléments déclencheurs, ça a été une série de facteurs, dont la décision déchirante dont on vient juste de parler, la condition dont j'ai parlé. Puis l'objectif était certainement pas de provoquer la réaction que j'ai vue. Quand je le regarde avec le recul, je me dis, bah, j'en ai appris beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs à tirer de cette expérience-là. Puis quand je le regarde avec le recul, je me dis, bah, ben, et pour moi, je pense que ça a été une bonne chose. Puis je me rends compte que ça a peut-être été positif pour d'autres. Puis dans ce sens-là, je me dis, bah, c'est quelque chose que je mets du côté positif. Oui, parce que dans la foulée de cet événement-là, vous, Monsieur le juge, et toute l'institution de la Cour suprême du Canada, vous nous avez fait grandir collectivement parce que vous avez admis publiquement qu'il vous arrive de souffrir d'épisodes de dépression, d'anxiété, d'angoisse. Tout le monde a été unanime pour saluer votre courage de faire ça, alors que vous avez dit que ça vous avait surpris que les gens vous trouvent courageux. Pourquoi ça vous a surpris? Parce que je ne m'attendais pas à une réaction comme celle-là, parce que je l'avais prise dans un souci vraiment de transparence. Je n'avais pas pris ça dans cette décision-là dans le sens
de devenir, entre guillemets, le poster child de l'anxiété ou de la dépression. Oui, ça m'a surpris parce que j'ai beaucoup mieux compris après ça toute la stigmatisation qui entoure cette condition-là. Puis ça m'a fait réaliser que, wow, le fait d'en parler, ça ouvre un dialogue, une prise de conscience. Bien honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Non. Parce que les réactions que j'ai eues paraissent privées, parce que la plupart des réactions, ça a été des mots, des témoignages qui m'ont été envoyés à moi personnellement, là, mais je les compte par centaines. Là, que ce soit du milieu, puis c'est pas juste... Puis le milieu juridique, ça peut être avocat, ça peut être juge, le milieu extérieur au monde juridique aussi. Ça m'a surpris. Oui. Mais je dois avouer que j'ai eu des multiples témoignages particulièrement touchants, qui, juste pour ça, pour moi, ça me dit, bah, si ça a pu être positif, ne serait-ce que pour une personne, tant mieux, tant mieux. Alors, c'est dans ce sens-là que ça m'a surpris. Ouais. C'est dans ce sens-là que ça m'a surpris. Puis je pense qu'au bout du compte, le fait d'en parler puis d'ouvrir un dialogue, je pense, s'avère positif. Parce qu'au Canada, on estime qu'il y a 1 personne sur 4 qui souffre de problèmes de dépression, Ouais. d'anxiété, d'angoisse, de diverses formes de maladies mentales. Ouais. Vous le disiez, il y a encore des préjugés autour de ça. Mais là, de voir comme un des plus grands cerveaux de notre société s'ouvrir comme ça, vous réalisez quand même l'impact que ça peut avoir, l'impact positif sur la sensibilisation. Ouais. C'est ce que vous avez réalisé à ce moment-là? C'est l'impact positif. Puis quand vous parlez de ces statistiques-là, ces données-là, oui, je veux dire, ça m'a ouvert les yeux sur tout ça. Là. J'en ai pris connaissance. J'ai lu beaucoup. J'ai participé à des échanges, des discussions là-dessus. Puis, oui, c'est quelque chose sur lequel je pense si on doit se sensibiliser. Certainement dans le milieu juridique. Là, les statistiques dont vous parlez dans le milieu juridique sont là. Les études sont là. Puis, quand on parle de réaction de surprise, c'est à quel point on sent le besoin d'en parler. Oui. Le besoin de dire, faut en parler, parce qu'il faut en parler parce que c'est comme n'importe quel autre type de maladie. Là, ça se traite, ça se contrôle, ça se gère. Si juste pour ça, les gens réalisent que, comme n'importe quelle maladie, les individus peuvent avoir des hauts puis des bas, mais à un moment donné, tu remontes, puis tu t'ajustes, puis tu conjugues, puis tu fonctionnes. Exact. Alors, si c'est juste pour ça, ben bravo, tant mieux, parce que c'est vrai, on a chacun nos conditions. Ça, c'est une condition avec laquelle moi je conjugue, mais on est capable de fonctionner puis de gérer. Puis tant mieux si ce message-là est là, tant mieux. Qui a produit son impact et tout. Vous parliez tout à l'heure de la Cour suprême qui est vue comme une tour d'ivoire. Ouais. Pendant longtemps, c'est vrai que les Canadiens, et encore aujourd'hui, voient la Cour suprême un peu comme une tour d'ivoire, avec, comme je le disais tantôt, des êtres très savants qui travaillent en milieu fermé et tout. C'est un milieu qui n'est pas très accessible. On sait que le juge en chef, le juge Wagner, a pris toutes sortes d'initiatives pour rendre la Cour plus accessible aux Canadiens. Entre autres, au mois de septembre, pour la première fois de son histoire, la Cour suprême du Canada est allée siéger en dehors d'Ottawa, en dehors d'ici, est allée à Winnipeg. Est-ce que vous avez l'impression que vous, et pas seulement parce que vous avez divulgué votre combat contre la maladie, mais de façon générale, vous avez contribué à humaniser la Cour suprême du Canada? Bien, je pense qu'il y a que la Cour d'aujourd'hui, puis je parle des récentes années, là, pas nécessairement de 2019, mais la Cour des récentes années,
est beaucoup plus consciente de ce rôle-là, de s'ouvrir, tant dans le monde juridique qu'à l'extérieur du monde juridique. Et je pense que les juges qui siègent à la Cour sont très conscients de ça. Puis c'est sûr que c'est une facette du rôle du juge à la Cour qui est vraiment présente, là, puis beaucoup plus que dans les autres cours parce que c'est la Cour suprême. Mais je pense que tous les collègues que j'ai ici voient ça de façon très positive, d'être capable justement d'humaniser la Cour, là. Les gens, c'est vrai, ont cette conception-là, mais s'ils voyaient, quand on nous rencontre, là, on n'est pas compliqué, on n'est pas inaccessible, on n'est pas inatteignable. Aujourd'hui, il y a un rôle très public à la Cour, puis tant mieux, parce que faut réaliser là, que on ne devrait pas être dans une tour d'ivoire, puis je pense que là-dessus, le juge en chef fait un gros effort, puis tant mieux, pour rendre la Cour là, beaucoup plus proche des Canadiens. Mais vous réalisez que vous avez contribué, vous aussi, à ça? Bien, tant mieux si je l'ai contribué, tant mieux, parce que, en tout cas, moi, je n'essaie jamais de trop me prendre au sérieux, là, même si je suis quelqu'un de particulièrement sérieux, mais j'aime pas ça qu'il y a ces barrières-là. Oui. J'aime pas ça du tout. Vous êtes une personne très, très ouverte et accessible Oui. Je pense que moi, je m'estime beaucoup plus privilégié qu'autre chose de pouvoir, d'avoir pu exercer cette fonction-là de juge, là, que ce soit Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême. Alors, quand on s'estime privilégié, ça apporte beaucoup d'humilité, je pense, puis c'est important. Je veux vous entendre sur l'objectivité de la Cour suprême. Il fut une époque où la Cour suprême du Canada c'était qualifié par certains Québécois de tour de Pise. Ça, c'est Duplessis qui avait dit ça. Exactement. Ça fait longtemps. Là. Oui, mais quand même, c'est un sentiment qui a traversé les années. À cause, il faut le mentionner, on prêtait à la Cour suprême du Canada un sentiment anti-Québec. Ouais. Vous êtes un juge qui vient du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui? Je pense que c'est erroné. J'ai jamais senti ça d'aucune façon quand les années que j'ai été ici, puis cette image-là là, de la comparaison à la Tour de Pise qui remonte quand même à une époque assez lointaine. Oui, effectivement. Je pense pas que si on faisait une analyse historique des décisions, je dirais, de la Cour des 30 dernières années, qu'on pourrait déceler là, une espèce de filon où la tendance serait de favoriser, par exemple, le fédéral au détriment du Québec. Je pense pas. Certainement que ce sentiment-là, moi, je ne l'ai jamais perçu d'aucune façon. D'aucune façon. Puis ça, c'est clair pour moi qu'il n'y a absolument aucun collègue que j'ai connu ici à qui je pourrais attribuer cette épithète-là. Je pense que là-dessus, la Cour et ses juges est très objective dans le sens qu'on analyse les dossiers pour ce qu'ils sont, puis il n'y a pas question de dire dans une dynamique, par exemple, constitutionnelle particulière, il faut favoriser le gouvernement central versus les provinces, ou il faut favoriser les provinces anglophones ou francophones et vice-versa. C'est complètement absent. C'est complètement absent. Bon. C'est complètement absent. Je vais vous parler de ce qui se passe aux États-Unis. Comparaison, on sait qu'aux États-Unis, on assiste à une très grande polarisation, et ça depuis plusieurs années. Ici, au Canada, on sort tout juste d'une élection. Les analystes disent au lendemain de cette élection-là que le Canada est plus divisé que jamais. Est-ce que cette polarisation-là, présente au Canada, pourrait éventuellement se faire sentir dans le processus de sélection des juges à la Cour suprême, vous pensez? Est-ce que c'est un danger qui pourrait nous guetter d'ici 10, 15 ans? Je suis peut-être très optimiste, mais je ne le crois pas. On n'est jamais vraiment passé
près de quelque manière de la polarisation que l'on voit, par exemple, chez nos voisins du Sud. Là, il y a la polarisation avec les courants progressistes, courants conservateurs, comme il y a au niveau de la Cour suprême américaine. On n'a simplement pas ça ici au Canada. Je veux dire, on n'est pas capable de prévoir, quand on regarde la Cour actuelle ou dans les dernières années, ou peu importe, de dire, c'est une affaire où le courant progressiste de la Cour va aller là, puis le courant conservateur de la Cour va aller là. Il n'y a personne qui est capable de mettre cette étiquette-là à notre Cour. Le processus de nomination a toujours été assez indépendant, je pense, de ces visions-là. Je veux dire, on regarde, la Cour actuelle a été... je ne sais pas combien il y a été de juges qui ont été nommés par les gouvernements conservateurs. Là, je pense qu'à un moment donné, c'était 7 sur 9. Puis, on est peut-être une des cours qui a déclaré inconstitutionnel le plus souvent des lois de ce gouvernement-là. Alors, je veux dire, si la Cour avait une étiquette, par exemple, liée à un parti donné, ben il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail parce que ça n'a pas donné le résultat du tout. Donc, j'ai comme pas cette crainte-là. J'ai comme pas cette crainte-là de dérapage. On n'est juste pas comme ça. Puis on n'est juste pas là. C'est pas un danger qui nous guette. Pas à mes yeux. Pas à mes yeux, non. Vous avez pratiqué le droit pendant 21 ans et par la suite, vous avez été magistrat pendant 17 ans. Donc, ça fait presque 40 ans que vous évoluez dans le monde du droit. Est-ce que vous trouvez que le rôle de l'avocat a beaucoup évolué, changé au fil des années? Bien, l'avocat, dans notre société, est rendu présent à peu près partout. Là, certainement, dans ce sens-là, il a beaucoup évolué. On voit, je pense... beaucoup plus de spécialisation aujourd'hui qu'on en voyait quand j'ai commencé à pratiquer. Le gros défi du monde juridique des tribunaux, c'est l'accessibilité. Pour moi, c'est le gros défi auquel fait face cette profession-là. Puis c'est un défi qui n'est pas facile à régler. Si je compare quand j'ai commencé, il y a beaucoup plus d'avocats qu'il y en avait quand j'ai commencé. Puis pourtant, les services juridiques sont beaucoup moins accessibles qu'ils l'étaient. Alors, c'est, je pense, un des gros défis de notre système juridique, de la profession juridique. Oui, c'est évolué. Oui, il y en a beaucoup, mais ça ne rend pas nécessairement le service plus accessible à une grande partie de la population. Puis ça, à mon sens, ça soulève des questionnements. Puis d'ailleurs, les gens le savent. Là, on est conscient du questionnement. La grosse difficulté, c'est les solutions. Oui, parce que vous avez dit en entrevue que le monde juridique n'était pas adapté à la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire? Bien, c'est certainement une des grandes facettes, oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup de citoyens pour qui l'accès à la justice n'est pas là à cause Ça des n'existe coûts. pas. À cause des coûts. Il y a une réflexion à faire parce que je pense que le monde juridique ne peut pas rester impassible devant ça. La réponse ne peut pas être « c'est correct, tant qu'il y aura du monde qui sont capables de payer pour nos services, parfait, mais si à un moment donné, une majorité de la population se désintéresse du système de justice parce qu'il est inaccessible, le système de justice perd sa légitimité. Puis s'il perd sa légitimité, c'est un des éléments centraux d'une démocratie. Pour moi, le monde juridique doit faire très attention à ça. Il faut préserver cet accès-là parce que préserver l'accès, ça préserve la légitimité du système de justice. Puis c'est fondamental dans une société, dans une démocratie.
Vous avez parlé en entrevue de votre aversion pour la cupidité de certains avocats ou l'agressivité de certains avocats. Si je vous demandais un conseil que vous donneriez à un jeune avocat qui commence dans le métier, ce serait quoi? C'est sûr que c'est une profession où les gens veulent gagner leur vie, ça va. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment du rôle de la profession, qui est, à mon sens, un rôle sociétal. Alors, je pense que les jeunes ne devraient jamais perdre de vue cette réalité-là. Quand on parle de cupidité, c'est quand on place l'appât du gain avant tout. Et je pense que, puis ça, je dirais que on le voit, là, parce que j'ai quand même beaucoup d'interactions avec les facultés de droit, avec les jeunes qu'on a ici, les auxiliaires, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de conscientisation chez les jeunes aujourd'hui que je dirais à une autre époque. C'est vraiment frappant que cette facette-là, ça les interpelle. Donc, il y a de l'espoir. Oui. Non. Moi, je pense que, encore une fois, je reste très optimiste par rapport à ça. Puis je veux dire, je pense que les jeunes, c'est vrai. Puis je veux dire, même à d'autres niveaux, il y a vraiment une prise de conscience beaucoup plus, je dirais, réelle sur ces réalités-là. Puis tant mieux. Vous vous préparez donc à quitter la Cour suprême. Vous avez 59 ans, c'est jeune. Quels sont vos projets? Je ne peux pas vraiment parler de mes projets pour une raison assez simple. Je suis toujours juge à la Cour. Alors, ne serait-ce que pour des raisons qui, à mon sens, sont évidentes au niveau éthique. Mais vous avez des projets. Je parle pas à personne parce que éthiquement, je suis toujours juge. Oui, j'ai des idées, oui, j'ai des réflexions. Je suis assez positif que peu importe le choix que je ferai, je vais pouvoir avoir une contribution qui va être intéressante. Quelle forme elle va prendre, le temps le dira. Mais je pense qu'il y a des éléments positifs. C'est vrai que j'arrive à 60 ans, c'est vrai que je suis jeune. J'ai passé à peu près toutes les étapes de ma carrière assez jeune. Alors, celle-là ne sera pas tellement différente des autres. Vous nous avez dit en début d'entrevue que vous aviez adoré ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et que vous avez hâte à la suite des choses. Oui. Alors, vraiment, on vous souhaite le meilleur pour la suite des choses. Vous êtes bien gentil. Honorable juge Gascon, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. C'est vraiment très apprécié. Plaisir, Mme Bégin. Merci de votre générosité. Merci.